Non. 19h31, vous êtes bien dans Europe 1 Soir avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles. Avec Joseph Mess-Escaron, nous accueillons le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonsoir Yonatan Arfi. Bonsoir. Merci d'être avec nous, de donner votre temps en ces fêtes importantes pour la communauté juive, les fêtes de Hanouka dans lesquelles s'est passé l'impensable et pourtant le prévisible en Australie où la communauté juive, mais pas que, avait alerté sur la situation, l'ampleur que prenait ce fléau dans ce pays qu'est l'Australie. Le Premier ministre australien d'ailleurs a été clair dans ses mots sur ce fléau qui gangrène ce pays. Qu'est-ce que aujourd'hui, au lendemain de cette attaque, alors qu'on sait qu'un Français fait partie des 15 victimes, Dam El Kayam, ingénieur informatique de 27 ans, passionné de foot, globe-trotter, quel est votre sentiment ce soir, alors que les fêtes de Hanouka se poursuivent pour la communauté juive ? D'abord, je suis encore marqué, comme chacun, par le sentiment d'horreur devant les images de cet attentat, devant les corps gisants, avec ces deux terroristes qui tiraient depuis le pont. Ces images me hantent, comme elles hantent, je crois, tous ceux qui les ont vues. La deuxième chose, c'est que je suis marqué par la détresse des parents d'Anne El Kayam, que j'ai pu voir, qui j'ai pu échanger. Ce jeune Français de 27 ans auquel je crois chacun peut s'identifier, parti construire sa vie en Australie pour apprendre l'anglais, puis qui s'y est un peu implanté et qui a été assassiné dans cet attentat. Je crois que quelle que soit l'origine de ceux qui nous écoutent, ils peuvent s'identifier à ce jeune Français. Et puis, je trouve une chose qui me marque, moi, dans cet attentat, c'est que vous savez, l'Australie, c'est une communauté juive de gens qui sont des descendants de rescapés de la Shoah pour beaucoup. Des gens dont les descendants ont quitté l'Europe pour fuir l'antisémitisme, pour fuir les persécutions, et qui ont pensé qu'au bout du monde, en Australie, eh bien, ils étaient hors de portée de l'antisémitisme. Il y avait un rescapé de l'Holocauste d'ailleurs. Exactement. Et bien, ils pensaient qu'au bout du monde, c'était le seul endroit où l'antisémitisme n'irait pas les chercher. Et au fond, eh bien, ce qui s'est passé dimanche, c'est que l'histoire a rattrapé la géographie, d'une certaine manière, et que l'antisémitisme dont ils se pensaient préservés est venu les assassiner jusqu'à des milliers et des milliers de kilomètres de l'Europe. Vous avez dit très justement que tout le monde s'identifie à ces victimes de Sydney. Pour preuve, celui qui a porté secours, celui qui a désarmé l'un des deux assaillants est a priori tout sauf juif. Oui, effectivement, mais ça dit plusieurs choses. D'abord, ça dit qu'on ne doit jamais désespérer de l'humanité. Il faut quand même dans les moments de détresse, même quand on est le lendemain d'un attentat tragique, se dire qu'il y a dans l'humain, heureusement, le pire, mais aussi le meilleur. Et cet homme courageux qui, au péril de sa vie, désarme un terroriste, c'est galvanisant, au fond, pour l'humanité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça reste un combat, et il faut le dire, contre l'islamisme, c'est-à-dire le dévoiement de l'islam, pas contre les musulmans. Et il y a cet homme dont on dit qu'il est musulman, qui s'est opposé à un acte terroriste en cours avec courage. C'est, je crois, un message d'espoir. Et puis, je me dis que le phénomène est désormais mondial. Que ce qu'on pensait un temps réservé à la France, il y a 20 ans, au début de l'antisémitisme nouveau, les attentats djihadistes que nous avions connus, qui n'y avaient pas de la même manière ailleurs. Et puis, malheureusement, maintenant, un phénomène qui, depuis 7 octobre, s'est répandu de la même manière au Royaume-Uni, aux États-Unis, même en Allemagne et maintenant en Australie. Vous craignez que ça... Aujourd'hui, on aurait pu dire, tiens, ça risque de se reproduire. En fait, ça va se reproduire. On ne sait juste pas quand. D'abord, dans l'histoire de l'antisémitisme, chaque acte antisémite majeur, il a un effet d'entraînement. C'est le contraire de ce qu'on pourrait penser. On aurait pu imaginer que quand il y a un acte antisémite, le réflexe humain, c'est celui de la compassion, celui de l'empathie, que dans les semaines qui suivent, eh bien, il y a au fond une baisse de l'antisémitisme, presque par empathie pour ce qui s'est passé. C'est l'inverse, historiquement, qui s'est passé. Après le 7 octobre, on l'a vu, bien sûr, mais avant ça, après l'attentat de Toulouse, en 2012, au Tsar HaTorah, et ce professeur et ses 3 enfants juifs tués à Toulouse, après l'attentat de l'Hypercacher, dans les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, on a eu des augmentations de 200 ou 300% des actes antisémites. Qu'est-ce que ça dit ? C'est que quand il y a un acte antisémite majeur, c'est entendu comme un appel au passage à l'acte pour les antisémites suivants. Donc bien sûr, on est sur nos gardes, partout dans le monde, qu'on soit juif en France, en Australie, aux États-Unis, ou évidemment aussi en Israël, ils savent que c'est entendu pour certains comme un appel à suivre le message. Victor Hérault. Bonsoir monsieur, vous attribuez cet odieux crime antisémite à l'islamisme. À quoi est-ce que vous imputez cet islamisme ?
Si on remonte la chaîne, qu'est-ce qui cause cette chute jusque on précise que les deux assaillants sont pakistanais et qu'il y a des éléments conduisant à l'État islamique, à Daesh, qui ont été retrouvés notamment dans la voiture. C'est ce qui laisse penser. Alors après, l'enquête aboutira peut-être à des choses plus fines encore, mais en tout cas, ça s'inscrit dans un schéma où l'antisémitisme fait partie du cœur de la doctrine islamiste. Il n'y a pas un bon islamiste qui ne soit pas aussi antisémite. Ça veut dire que c'est consubstantiel à l'islamisme, l'antisémitisme, comme la haine des chrétiens, comme la haine des homosexuels, évidemment, mais il y a dans le passage à l'acte antisémite forme presque de rite initiatique de l'islamisme. C'est, quand on parle avec les gens des services, d'ailleurs, intéressant de voir que l'antisémitisme, c'est un marqueur avancé de la bascule vers l'islamisme. Quand on voit des profils qui ont une pratique radicale qui s'installe, quand ça s'ajoute à l'antisémitisme, eh bien, on a un risque de bascule vers l'islamisme et la violence qui peut aller avec. Pardonnez-moi, ma question était d'où vient l'islamisme ? Pardon. En Australie, en l'occurrence. En Australie. Comme en France, comme en Australie, ailleurs. Il y a eu évidemment en Australie une immigration importante venue notamment de pays comme le Pakistan, de pays du Moyen-Orient aussi largement, et chez lesquels il y a évidemment un islamisme qui s'est répandu parce que la société australienne, par ailleurs, est très communautaire. C'est un modèle de société, comme toutes les sociétés anglo-saxonnes, où en fait, ces populations, au fond, ne sont pas travaillées par un projet républicain, comme on peut l'avoir par exemple en France, qui permet, d'avoir une forme de contre-discours face à l'islamisme. Et quand on a des populations qui sont travaillées par une rhétorique islamiste dans la durée, moi, ce qui me frappe dans ce cas-là, par exemple, c'est le fait que ce soit un père et son fils. Ça veut dire que sur 2 générations consécutives, c'est-à-dire sur 30 ans de présence, eh bien, il y a eu ce discours radical qui s'est imposé comme la norme familiale, sans contre-discours, sans contre-pouvoir, entre guillemets, que pourrait être l'école, la sociabilité autour du sport. Enfin, on peut imaginer plein de lieux qui n'ont pas fonctionné. Et donc, l'Australie, elle est confrontée aujourd'hui à cette question de l'islamisme, sur fond de cet octobre 2023 qui sert évidemment de catalyseur à tout cela. Il y a beaucoup de personnes qui avaient alerté justement sur cette question en Australie. Joseph Massescaron. Je ne sais pas, vous avez peut-être eu connaissance du communiqué des imams australiens à l'occasion. Non, je ne l'ai pas vu passer. Mais... Parce que dedans, il n'y a pas une référence, il n'y a pas un mot sur le terrorisme, il n'y a pas un mot sur l'islamisme, et il est très très long. Et il n'y a pas non plus un mot sur ce qu'il aurait pu avoir, sur le héros du jour que vous avez très légitimement, et qu'ils auraient pu saluer. Est-ce que vous n'êtes pas troublé quand même, puisque à chaque fois, en fait, on a ce même type de réaction. En revanche, est souligné le risque d'islamophobie. Est-ce que c'est pas quelque chose qui, au bout d'un moment, est troublant ? Bien sûr, non, mais c'est une rhétorique d'inversion que l'on connaît effectivement régulièrement. L'accusation d'islamophobie sert à détourner à ce moment-là la discussion du sujet qui est effectivement cet acte terroriste en Australie. Alors je connais mal la communauté musulmane australienne, je ne connais pas les dynamiques qui la traversent avec précision, et donc je ne voudrais pas être caricatural. Donc il faudrait regarder à quoi ces organisations, ces imams australiens sont affiliés comme organisation. Il y a, j'imagine, aussi une influence d'un islam consulaire, comme nous l'avons en France, qui peut expliquer aussi les positions liées aux positions diplomatiques des pays d'origine. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout la manière dont l'islamisme, de manière générale, se nourrit de la question du conflit israélo-palestinien, qu'il utilise comme une forme de paravent politique pour s'exprimer, parce qu'il sait que sur ce terrain-là, il va pouvoir trouver une forme de légitimité, une forme d'écoute bienveillante dans le grand public qui va lui permettre d'avancer masqué. C'est pour lui une manière de recruter, l'instrumentalisation du conflit, au fond l'instrumentalisation de la détresse des Palestiniens, parce qu'ils n'ont rien à faire des Palestiniens réels. Au fond, ce qui compte, c'est de pouvoir instrumentaliser cette question pour pouvoir recruter et radicaliser dans leur objectif qui est l'agenda de la rhétorique islamiste. Alors on y reviendra dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute Laurent Nunez sur la sécurité des Juifs de France aujourd'hui.
J'ai réadressé une instruction à l'ensemble des préfets suite au terrible attentat de Sydney. Ils l'avaient déjà reçu, cette instruction, je l'ai rappelé. Voilà, donc nous sommes très mobilisés. Évidemment, je veux rassurer nos compatriotes de confession juive. Nous sommes le ministre de l'Intérieur, les forces de sécurité intérieure sont à leur côté avec l'ensemble des policiers, des gendarmes, des militaires du dispositif Sentinelle. Évidemment, on continuera à être extrêmement présent. Évidemment, et donc ils peuvent pratiquer leur culte en toute sécurité. Voilà, c'est la garantie que je veux apporter et que le gouvernement apporte. Question simple, Yonatan Arfi, est-ce que vous êtes serein ? Serein, on ne peut jamais l'être totalement parce qu'on connaît la menace de l'antisémitisme. On sait que malheureusement, elle est présente aujourd'hui comme elle l'a été hier à Sydney, comme elle l'a été depuis 25 ans dans notre pays avec un renouveau de l'antisémitisme qu'on connaît, et en particulier depuis 2 ans. Donc, je ne m'aventurerai jamais à dire que je suis 100% confiant. En revanche, ce dont je peux témoigner, et je me suis entretenu hier avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sur cette question, c'est la volonté du ministère de l'Intérieur de renforcer la sécurité pour à la fois gérer la menace, évidemment, et par ailleurs rassurer. Et puis moi, il y a un message politique qui m'importe et que j'entends dans ce que vient de dire Laurent Nunez et qui correspond à celui aussi des institutions juives. C'est de dire qu'il n'est pas question d'offrir aux terroristes une victoire symbolique en commençant à annuler des festivités de Hanouka, en commençant à réduire la voilure de la vie juive dans notre pays. Au fond, ce serait voir la démocratie céder face à ceux qui veulent leur faire plier genoux. Et ça, c'est évidemment un message important. Moi, j'ai été hier à 2 allumages de Hanouka à Paris. Parce qu'on allume des bougies. Voilà, on allume des bougies. Et donc, il y a la fête des lumières. voilà, donc c'est des fêtes d'allumage de bougies. Eh bien, je peux vous dire que les gens qui étaient là, ils avaient conscience que leur présence individuelle était un message puissant. Des gens qui venaient avec leurs enfants dans un moment comme ça pour dire qu'ils ne céderont pas personnellement face au terrorisme. C'est une forme de combat. Et l'histoire, voilà, et l'histoire de Hanouka, pour le symbolique, c'est une histoire quand même de résistance. Et donc, quelque part, eh bien, ça continue à être une histoire de résistance que de le célébrer face à ceux qui nous combattent. Vous êtes l'invité d'Europe 1 Soir jusqu'à 20h. Yonatan Arfi, président du CRI.